Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 170. Aujourd'hui donc on va parler donc de l'art numérique et des NFT. Donc je t'ai invité donc un expert. On va dire expert parce que lui se considère même pas comme expert, mais il a écrit un livre dessus, donc il a pris le temps d'apprendre, il a créé ses propres NFT et donc il va nous donner donc ses techniques, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a mis sur papier. Donc tout ça va nous le dire à l'oral. Donc je te dis à tout de suite. Après on va remercier le sponsor. Coinbase est la plateforme que j'utilise depuis 1 an pour acheter du Bitcoin. Coinbase est une plateforme de devises numériques en ligne et une plateforme d'échange de crypto-monnaies te permettant d'acheter et de vendre et de stocker des Bitcoins, des Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies. Tu vas pouvoir gérer ton portefeuille en achetant et vendant des devises numériques et faire ton suivi de manière centralisée. Coinbase te permet d'automatiser tes investissements grâce aux achats récurrents. Que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois, tout est possible avec Coinbase. Pour finir, leur application mobile est compatible Android ou iOS. Investir n'a jamais été aussi simple. Donc pour tester, va sur le lien suivant, thierry-du6henry.fr/Coinbase. thierry-du6henry.fr/Coinbase, Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E. De retour, donc après on va remercier le sponsor. Donc aujourd'hui, j'ai donc Jean-Baptiste Berthoud qui a sorti un livre il y a 2-3 mois donc sur les NFT. Donc précisément, son livre c'est Comment devenir un artiste digital au succès grâce aux NFT. Donc il a connu ça donc il y a moins d'1 an, donc il a vite appris. Donc il te donne un guide clé en main pour vendre tes premiers NFT en 30 jours et concrétiser donc ton talent, parce que il y a plein de gens, comme tu le sais, donc qui ont des talents sur les réseaux sociaux, qui donnent de la valeur gratuitement et souvent sans retour. Donc que ce soit, c'est plutôt de l'art écrit, on va dire, le design et autres, mais on peut aussi le faire avec l'audio, même si tu verras dans l'épisode, il manque des infos par rapport à ça. Donc moi je vais chercher, parce que je suis podcasteur. Donc il y a plein de façons de le faire. Tu as dû entendre Booba qui aussi avait créé sa NFT, et plus tu creuses, plus tu en vois qui en créent et qui font des choses pas mal, d'autres qui sont un peu spécial, mais bon, après c'est l'art, donc c'est chacun ses goûts. Donc voilà, c'est un nouvel univers, donc c'est toujours bien d'arriver assez tôt dans un univers. Je pense comme moi, tu aurais aimé arriver au tout début du Bitcoin et de la blockchain en 2008. Au YouTube, pareil, tu aurais voulu arriver au tout début et être les premiers sur la plateforme. Donc voilà, quand on arrive très tôt et en premier, c'est pas mal. Donc Jean-Baptiste va tout nous donner, donc je te dis à tout de suite avec Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste, comment tu vas ? Ça va très très bien, et toi Thierry ? Oui, très bien, merci. Je précise aux gens, parce que même si je l'ai dit en intro, qu'on est en Namibie. Là, il est chez toi assez tard, je crois. Ouais, il est 22h39. Même pas, enfin, il fait noir, mais pas assez tard, mais disons qu'il y a un peu de bruit. Il y a des gens qui sont là, t'es dans un bar. Ouais, et puis j'attends qu'ils partent. Normalement, ils devaient partir plus tôt, mais ils ont l'air de vouloir allonger la soirée, donc voilà, j'espère que ça gênera pas trop l'audience. On va voir. Je te laisse te présenter, puis on va rentrer donc sur le sujet de ton livre qui est sur les NFT. Et donc on va prendre des informations pour nous qui sommes débutants. Ouais. Écoute, pour me présenter, je m'appelle Jean-Baptiste et donc j'ai 28 ans et si tu veux, à la base, je suis ingénieur, donc j'ai toujours été intéressé par les sujets techniques, mais pas assez pour en faire mon métier. Donc, si tu veux, après mes études d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce. Et du coup, je me suis passionné un peu pour l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai toujours eu cette curiosité un peu d'aller chercher sur des nouveaux sujets, etc. Et voilà, donc là, en février, donc j'ai quitté mon job où j'avais passé 2 ans pour faire une année sabbatique. Et les 4 premiers mois, en fait, je me suis retrouvé à écrire mon blog. Et j'ai écouté un podcast où il parlait de ces NFT là. Et puis du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ces NFT, etc. Et du coup, j'ai cherché, et voilà, ça a fini sur ce dont on va parler aujourd'hui, un livre qui s'appelle Comment devenir un artiste digital à succès avec les NFT. Donc voilà, un petit peu. C'est quel le podcast, tu m'as dit ? Alors le podcast s'appelait FarmSpot, donc je le conseille, hein, c'est deux potes entre guillemets qui parlent de NFT, de tout ce qui est le Web3, la finance décentralisée, les startups. C'est assez poussé, assez tech, mais c'est eux vraiment qui m'ont fait découvrir très très tôt, donc je te dis en mars, les NFT. Et puis pour ça, ouais, je les remercie à fond, quoi, parce que ça m'a vraiment passionné, quoi. Ok, bon, n'hésite pas à parler un peu plus fort parce que là je t'emballe là. Ouais, okay. Donc, je vais vous poser la question directement. C'est quoi un NFT ? Ouais, Pour ceux qui ne connaissent pas. De quoi tu parles ?
Ouais, donc la NFT, c'est le SIG qui veut dire non fungible token. Et en fait, Ouais. la plupart des gens, en fait, ils le décrivent comme un certificat d'authenticité numérique. Alors voilà, ça paraît un peu compliqué, mais en gros, c'est ce qui, quand tu transformes donc une œuvre, donc n'importe quel objet numérique, en un NFT, tu garantis que c'est l'original et l'unique. Donc ça amène dans le monde de tous les objets numériques, en fait, le principe qui est hyper important, qui s'appelle la rareté. En fait. Donc là, est-ce que tu me suis jusque-là? Ouais, je t'en suis, hein, pas de souci. Ouais. Ouais, vu que j'ai lu ton livre, heureusement, ça m'a bien aidé. Donc, et je t'ai dit, j'ai passé une semaine sur les NFT, j'avais écouté les podcasts aussi sur la NFT, donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais bon, on va rester quand même proche de l'audience pour pas les perdre. Donc, moi, j'ai compris donc la base. Même si j'ai plein de questions, parce que dans ton livre, tu donnes un exemple que sur un peu l'exemple Panini et de Ronaldo, donc j'ai une question sur ça, mais ça, je vais venir après. Je vais te laisser d'abord développer un petit peu. Et puis actuellement, donc tout à l'heure, on en parlait en off, Booba qui sort son NFT. J'ai vu que j'ai entendu, je crois que c'était Tarantino aussi, qui a euh, fait des NFT récemment. ah bah tu vois, je l'ai pas suivi là, j'avais Gary Vaynerchuk qui a Ouais. quand même sorti une plateforme, je crois que je me trompe pas, parce que j'ai écouté d'autres Ouais. podcasters qui en parlaient. Donc les NFT, donc c'est lié aussi un peu quand même à la blockchain et Exact. à tout ce Je qui est voulais, je crypto-monnaie un voulais petit peu. développer là-dessus parce qu'en fait, quand on dit certificat Ah bah je te laisse finir. d'authenticité numérique, bon, c'est bien, on dit il y a le côté unicité, le côté unique, etc., la rareté, mais en fait, donc en fait, avec ce qu'on appelle le processus de mintage, donc quand tu transformes en fait n'importe quel objet numérique en NFT, et donc dans le code entre guillemets, il y a toujours en fait comment dire, le nom, enfin le créateur sera toujours lié en fait à son objet numérique de manière éternelle et infalsifiable grâce à la blockchain. Donc ça c'est hyper puissant. Donc et ensuite grâce à la blockchain, si tu veux, donc l'objet numérique que tu auras transformé en NFT, il pourra être acheté. Pourrait y avoir achat, revente, transfert pendant des années même voilà, on saura toujours que c'est toi en fait, que cet objet numérique donc a été créé par toi. Et en plus, dans ce code, grâce à la blockchain, tu peux indiquer une commission. Donc là, s'il y a des artistes ou des designers, voilà, des gens qui font des logos, des gifs, qui créent des objets numériques chez nous, eh ben, si tu veux, à chaque transaction de ton NFT, quand il sera acheté et revendu, eh ben, tu peux, toi, définir au début ta commission. Donc, par exemple, 10%, 20%, 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de NFT qui sont créés pour spéculer, en fait. Tu crées une œuvre d'art et tu fais en sorte qu'elle s'achète et se revende le plus possible pour toucher le plus de commissions, si possible. Donc, je sais pas si tu m'as Surtout que j'ai suivi. vu qu'il y a des gens qui mettent des prix, qui mettent des prix de départ, donc qui mettent le ETH qui est lié à Ethereum, si je me trompe pas, Mhm. ou d'autres plateformes, et qui mettent un prix, mais souvent c'est ce qu'ils sont pas connus, et quand leur communauté grandit, le prix augmente. Exact. Elles le font sinon. Bah, exact. Donc, en gros, si tu veux, en fait, le truc que j'ai pas dit qui est aussi exceptionnel avec les NFT, c'est que ça rend aussi, en fait, les achats et reventes hyper simples. Donc, du coup, en fait, je sais pas si Thierry, là, tu as fait un logo, moi, je te l'achète. En quelques sons, cette transaction sur la blockchain, elle peut être faite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, la transférabilité de tous les objets numériques, la vente des objets numériques, en fait, elle se fait très, très rapidement. Donc, en effet, donc un mec pas trop connu, donc il vend son NFT pas trop cher au début. Après, sa collection elle prend, et du coup, il y a de plus en plus de spéculation dessus. Et puis les gens se l'achètent, se le revendent avec des prix toujours plus en plus élevés. Et à chaque fois, le créateur, comme il a mis sa commission au début, il a défini lui-même. À chaque fois, il touche une commission. Donc là, tu vois pourquoi en fait c'est une révolution aussi pour tous les artistes numériques. Je sais pas si tu me suis. Avant aller sur d'autres questions, non, t'embête pas, j'ai lu ton livre, donc c'est plutôt clair. Donne-nous l'origine des NFT. D'où ça vient précisément? Parce que c'est vrai que là, on en parle de plus en plus, ça n'arrête pas de monter. Mais pourquoi à ce moment-là, maintenant? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des prix de vente assez extraordinaires dernièrement, mais pourquoi il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, on parle que de ça? Je pense que en fait, la technologie, elle existe depuis assez longtemps. Il y avait même eu je vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais il y avait déjà eu des essais en fait avec le Bitcoin. En fait, voilà, mais c'est surtout, en fait avec la population de la blockchain Ethereum en fait que ça s'est fait. Et puis justement, ce que tu m'as dit et ce que tu as dit, c'est ça en fait qui a donné vraiment le feu au NFT, c'est les ventes records en fait
les ventes records de Beeple, notamment en février-mars, qui ont mis un feu de projecteur sur les NFT. Et en fait aussi la maturation de la technologie. Le fait que ça soit de plus en plus facile d'accès, des grandes plateformes qui se sont créées comme OpenSea, comme Rarible, et qui ont permis en fait au grand public entre guillemets de s'y intéresser de plus en plus. Donc je dirais que c'est ça, c'est un mix entre technologie, entre grosse actualité, etc. Donc avant, parce que là, tu as déjà parlé des plateformes, on voulait en parler après. Est-ce que tu peux nous citer un peu les 6 familles de NFT? Ouais, alors là c'est en gros les NFT. Au début, ça a été plutôt connu avec donc l'art en fait. Donc je sais pas, par exemple, tu fais quelque chose sur Photoshop, un art, voilà, un art. Donc et en fait ça c'est ça qui a fait connaître beaucoup les NFT. Donc là, on va dire qu'il y a l'art numérique. Il y a aussi en fait tout ce qu'on appelle les collectibles, donc c'est les séries de personnages à collectionner, comme les CryptoPunks, les CryptoKitties, etc., qui sont dans les premiers NFT à avoir été popularisés. Après, tu me parlais de Ronaldo, etc. Et puis on a une pépite française, une startup française qui s'appelle Sorare, et donc qui est une des précurseurs des cartes à collectionner. Donc ça, c'est une autre famille du NFT, donc les trading cards, on appelle ça. On a aussi la famille des métaverses, donc si tu veux, il y a des mondes virtuels comme Decentraland, comme Sandbox, comme CryptoVoxel, où tu peux acheter des terrains virtuels sous forme de NFT, tu peux construire des maisons, tu peux faire de l'immobilier virtuel, et ça c'est aussi une autre famille de NFT. Grâce à ton livre, j'ai été là-bas, mais j'ai rien capté. Je me suis inscrit, mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression que je suis revenu à l'internet d'il y a 20 ans. On rentre sur des forums, il y a plein de codes partout, il y a plein de chiffres, mais je dis, mais je fais quoi dedans? Donc grâce à ton livre, j'ai fait plein de trucs, je me suis inscrit sur plein de trucs, je me suis dit, mais je fais quoi dedans? Donc bon, faut vraiment que j'insiste un peu. Bon, heureusement, j'avais déjà Coinbase, j'avais déjà la Coin Wallet, mais il y a plein de trucs, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin voilà quoi. Mais bon. Mais c'est intéressant parce que sur OpenSea, j'ai vu des beaux tableaux, de trucs qui m'intéressaient, mais bon, après, bon, on va retravailler, on va rediscuter après. Mais réellement, c'est spécial. Réellement, je pense que quelqu'un qui est développeur, qui est ingénieur, c'est plus simple pour lui, il rentre dedans, il dit, ah, c'est cool. Bah ouais. Parce que j'ai mon âge, que j'ai 45 ans, je sais pas si c'est mon âge, mais je sais pas, il y a un truc qui était... Non mais c'est franchement, je te jure, quand j'ai commencé à essayer donc là les deux mecs du podcast ils parlent de NFT au début, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils parlaient chinois, je comprenais rien du tout. Et après je pense que en effet c'est peut-être mon côté ingé qui a fait ouais, je me suis plongé dedans, je me suis dit bah tiens, je vais essayer de comprendre ce truc là, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur et puis pour essayer de le vulgariser au maximum. Après ça reste quelque chose de très complexe, même toujours aujourd'hui quoi. Mais du coup, on était sur les familles de NFT. J'en ai juste oublié une, c'est en fait non mais t'inquiète, c'est les familles de NFT utilitaires. Donc par exemple, je sais pas si tu vois sur ton wallet MetaMask, on va en parler après, mais t'as une suite de chiffres 0, X, Y, Z et tout ça. Et ben du coup avec par exemple les noms de domaine Ethereum, en gros, tu pourrais juste mettre Thierry.eth. Et donc du coup, moi j'envoie pas mon NFT ou mes cryptos à 0x01, j'envoie ça à Thierry.eth. Et donc ça, en fait, ce nom de domaine, il est sous forme de NFT. Voilà, donc ça c'est un autre... Donc, mais comment on gagne de l'argent? Parce que là, ça m'intéresse, parce que ça me fait penser... Moi, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, j'ai fait un épisode dessus sur les noms de domaine. Est-ce que ça marche comme les noms de domaine il y a 20 ans? Bah, alors du coup, c'est comme quand je vais sur One and One prendre un nom de domaine, est-ce que c'est un peu le même esprit, je peux revendre le nom de domaine? Alors, en fait, j'ai pas étudié le sujet, donc je voudrais pas dire des bêtises, mais je pense que comme tous les NFT, la plupart du temps, sont vendables et transférables facilement grâce à la blockchain, les transactions sont faciles. Je pense que en effet, c'est très facile de revendre. Par exemple, si tu achètes NFT.eth, j'imagine que ce nom de domaine, tu vois, il coûte hyper cher. Donc, si tu as été le premier à l'acheter, tu peux le revendre assez cher. Donc, je pense qu'il y a des business à faire aussi avec l'achat de revente de noms de domaine ETH, comme ça se faisait à l'époque avec les noms de domaine, et comme ça se fait toujours avec les noms de domaine classiques du web classique, quoi. D'accord. Donc avant, tu as parlé donc des six familles, donc on a compris l'intérêt, le style. Donc j'ai plusieurs questions. Donc avant d'attaquer un peu les places de marché et où vendre les NFT, donc sur le cas de Ronaldo, moi quand je disais, mais c'est bizarre son truc. Donc est-ce que la personne qui revend l'image de Ronaldo redonne un droit à Ronaldo? Alors,
Ou elle passe par une plateforme qui fait un deal de publicité qui donne de l'argent à la personne à qui on vend l'image, entre parenthèses. Alors là, moi, je connais pas les dessous. En fait, là, c'est Sorare. Ben, c'est une boîte française qui fait ça, les cartes. Moi, quand j'ai compris l'intérêt, je me dis, mais est-ce que, sinon, moi, demain, je prends une image de Jordan, je fais une image numérique et je la revends, mais ça va se vendre, c'est Jordan. Tu vois, c'est pas lui qui la vend, mais c'est comme Jordan. Donc, je me suis posé la question quand je dis, mais attends. Et comme c'était pas clair, je me suis dit, donc, je pose la question, est-ce que Sorare redonne des droits aux ayants droit, entre parenthèses? Parce que c'est vrai que c'est numérique, c'est pas vraiment l'image, la vraie image. Mais est-ce que quand on reproduit quelque chose qui existait, parce que même toi, en fin de compte, dans ton livre, sans dire tout ton livre, à la fin du livre, tu reprends une image qui existait, qui a fait un carton à un certain moment dans la vente dans le monde normal, et tu l'as un peu reproduite par rapport aux couleurs. Bon, j'ai pas tout décrire aux gens, ils iront lire le livre, mais est-ce qu'on a le droit de reproduire? C'est normal parce que c'est le monde numérique, ou est-ce qu'il faut redonner des droits quelque part? Alors là, pour Sorare, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un deal avec les fédérations, mais je sais pas. En gros, c'est ce que tu dis dans le livre, donc moi j'ai eu un doute, mais est-ce que voilà, donc la fédération doit redonner de l'argent peut-être à Ronaldo? Ça, je suis pas totalement sûr du business model, mais en gros, ce qu'il aurait pu faire Ronaldo, c'est plutôt se dire, ouais, alors mes cartes à collectionner, vu que je m'appelle Ronaldo, elles vont se vendre hyper cher. Si c'était lui-même qui avait été le créateur des cartes, si tu veux, il avait demandé à un freelance, par exemple, de lui faire une carte à son effigie et de la vendre, et que le NFT, donc l'image qu'il avait transformée en NFT, était reliée à Ronaldo, si tu veux, et ben là, je pense qu'il aurait touché les commissions et tout ça. Tu vois, c'est un peu ce que fait Booba, etc. Comme a fait Booba. Exact. C'est lui qui a généré l'image, voilà. Exactement. Ça, je vais creuser, on va creuser. Mais là, je pense que la fédération. Ouais. Mais là, je pense que c'est sur la fédération a déjà peut-être les droits. La fédération a peut-être déjà les droits à l'image de Ronaldo, donc peut-être qu'elle va pas se prendre. Ouais, c'est elle qui est payée, c'est pas Ronaldo. Ouais, je pense qu'il doit avoir les droits, mais bon, ça, on demandera. Donc maintenant, on a un peu compris l'ensemble, à quoi ça sert les NFT, d'où vient l'origine, les 6 différents types d'NFT. Si on est artiste... Ah non, une dernière question, parce que là c'est lié à moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. J'ai vu aussi qu'il y avait après, je sais pas, j'ai pas trop cherché. Alors peut-être que tu as l'info, si tu l'as pas, c'est pas grave, on va chercher. On parle donc d'NFT, de cartes, de produits numériques, de terrains et autres. Concernant les audio NFT, parce que ça reste du numérique, est-ce que j'ai pas vu trop de chiffres, j'ai pas trop réussi à trouver? Est-ce que tu as des infos sur les audio NFT? Moi qui suis podcaster, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce phénomène de NFT en audio? Mais écoute, audio, si tu veux, les NFT, ça concerne tous les objets numériques que tu peux transformer, tu peux les transformer en NFT et mettre un prix. Donc après, imagine tu as un DJ connu, un DJ assez connu, ou même un podcaster assez connu, et puis tu vends, tu peux très bien transformer une partie d'un podcast qui est drôle, ou alors même un podcast entier, le nôtre par exemple, et le transformer en NFT et le vendre. Sauf que est-ce qu'il va y avoir des acheteurs? C'est plutôt ça le problème, tu vois. Si pour le podcast, je pense que c'est un podcast connu, ça peut être possible, parce que pendant que avant de t'inviter, j'ai écouté d'autres podcasteurs français. Il faudrait que je remette le lien mais j'ai oublié leur nom. Et en fait, en plus, eux aussi, ils viennent du monde numérique, c'est à la base des DJ. Et donc c'est vrai que j'ai vu que tous qui sont DJ, qui sont dans le numérique, dans la techno, dans la house, ont des facilités à reproduire des sons. Et par rapport à plus la question que je t'ai posée avant, il y avait dans cette émission-là une personne qui était juriste et qui était aussi et qui était en lien avec j'ai oublié, c'est pas l'INPI, mais c'est les droits audio pour la musique, j'ai oublié. Bon. Ah oui, la SACEM. Et il disait que voilà, SACEM, il disait que pour l'instant il y avait un vide juridique, mais en fin de compte le système de la blockchain et donc des NFT les intéressait, parce que ça pouvait plus facilement rémunérer les artistes et tracer tout ça. Donc il disait il y a un petit vide juridique, mais ça va se faire. Donc bon. Mais oui, du coup j'ai un exemple par rapport à l'audio. J'ai un exemple pour toi justement pour l'audio. En fait, si tu veux, donc il y a un musicien qui s'appelle Jacques, en fait, qui fait c'est la musique techno. Un peu, il utilise des sons du monde entre guillemets pour mixer un peu des sons. Et donc lui, en fait, il a divisé une de ses dernières chansons en 90 NFT qu'il a vendu à ses fans, et en fait du coup ces NFT donc que possèdent ces fans, donc c'est du coup donne une sorte de droit de propriété comme une partie des droits d'auteur de la chanson aux gens qui détiennent le NFT. Donc je sais pas si tu vois l'idée, mais du coup ça veut dire que ces gens-là, en possédant le NFT qu'ils ont acheté à Jacques au début, et du coup ils reçoivent une partie des redevances que Jacques reçoit via Spotify, via Deezer ou via tu vois l'idée. Donc ça c'est une manière dont les je vois très bien en plus,
pendant que tu dis ça, ça m'a donné, ça m'a rappelé aussi donc cet épisode qui était pas mal. Enfin, il y avait deux épisodes et il parlait en fin de compte d'un. Alors ça me paraissait dingue. Et je crois même que Kanye West est dessus. C'est un logiciel qui est lié à la blockchain. Qui tu crées, en fin de compte, il a pris un morceau dans la vie normale. Hein, il a repris, il a demandé le droit à l'auteur. Et il y a un système de logiciel. Alors je sais pas si je veux bien expliquer. Hein, chaque fois qu'on joue la musique est différente. Mhm. Donc, chaque personne qui va écouter le morceau aura une version différente. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est un logiciel, enfin, je sais pas si c'est la blockchain, il faudra que je retrouve. C'est l'IA, non? C'est peut-être pas une intelligence artificielle, peut-être? Oui, c'est lié aussi à l'IA, tout à fait. Et chaque fois, donc, quand tu joues le morceau une autre fois, c'est un morceau modifié du premier morceau. Donc, comme ça, c'est jamais le même. Wow, c'est énorme. Bon, parenthèse, on a digressé, comme on a dit en off. Désolé. Mais sur l'IA, c'est juste pour montrer l'intérêt que c'est intéressant. Mais oui, et donc l'IA, c'est. Attends, juste du coup, je reviens sur toi, le podcast. En gros, ce que tu pourrais faire, c'est un truc intéressant, c'est que tu pourrais par exemple, mettre en vente 200 ou 300 NFT qui sont des parties comme des droits de propriété donnant le droit du coup à une partie de tes redevances, et tu pourrais les vendre à ton audience. Donc ça, c'est un truc que tu pourrais faire en tant que podcasteur, par exemple. Tu vois l'idée? Donc par exemple, tu fais 3 fois. Oui, mais comme les podcasts, mais il faudrait que peut-être que je privatise une partie du podcast, parce que comme il est déjà libre de droit, entre parenthèses, est-ce qu'il y a un intérêt, à moins que la personne est fan, elle a envie donc mais techniquement le podcast est gratuit. Ouais, mais du coup peut-être que j'ai une partie épisode privé et que je vends un NFT. Ouais, tu pourrais faire ça ou aussi. Un podcast inédit. Mais bon, ça, je vais creuser. Mais en gros, tu as plein de possibilités. Même, il y a des choses qu'on n'a pas encore inventées sur NFT. Et du coup, il y a des nouveaux modèles d'affaires qui peuvent être créés, en fait, assez fous, quoi. Donc, c'est la magie, en fin de compte, de tout ce qui est un peu nouveau. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, une effervescence. C'est que il n'y a pas que le côté financier, hein, mais le côté aussi, proposer quelque chose de différent et d'unique, quoi. Donc, c'est l'avantage. En fait, c'est comme donc, on va attaquer donc Non, vas-y, je t'en prie. Oui, je te laisse parler, excuse-moi. Non, c'est moi, je vais encore digresser, je t'en prie. Bon, je précise que voilà, on est à distance, hein, France, Namibie, Afrique, quasiment le fin fond de l'Afrique, parce que le sud, hein, quasiment, c'est près de l'Afrique du Sud, donc on a un peu du mal à s'entendre, et en plus derrière toi, t'as un peu de bruit. Exact. Donc là, je voulais passer à la partie donc où vendre ces NFT. Donc là, on a compris le concept. Ceux qui ont un côté artistique donc vont créer des éléments numériques qui vont vendre. Moi, c'est marrant. Encore une parenthèse, désolé, on va digresser encore. Hein. J'ai regardé des vidéos sur ça. Les enfants regardaient, ils me disaient mais c'est marrant. Au début, ils me disaient mais c'est quoi ça? Je dis c'est de l'art numérique. C'est comme si tu avais un tableau au Louvre et c'est pareil. Ils étaient sûrs, mais c'est bizarre, papa. Mais pourquoi ils sont colorés comme ça? Donc bon. Cette chose ne plaisait pas aux enfants. Moi, bizarrement, à force de regarder, je me disais, c'est pas mal ça quand même. Hein. Mais ce qui m'étonnait, c'était le prix par rapport à ce qui se vendait. Je dis, pas possible, le gars, il vend ça à 5 000 euros. L'autre, il vend ça à 10 000 euros, mais c'est pas possible. Bon, parenthèse. Donc, il faut que ceux qui n'ont jamais regardé, il faut aller regarder donc, sur les plateformes qu'on va citer, OpenSea et autres, ou sur des vidéos YouTube pour voir un peu ce qui se vend et ce qui cartonne. Je crois que dans ton livre, tu parles aussi d'un auteur qu'on va, je pense, parler après, qui a fait un carton, et il a même fait une genre de galerie, on va sur sa chaîne YouTube ou sur le Twitter, et il nous fait donc visiter tous ces arts virtuels, comme dans une galerie virtuelle. C'est 2 minutes la vidéo, je mettrai le lien, et on visite comme si c'était dans une galerie. Exact. Ouais. Voilà, donc comme quoi, c'est assez moderne. Donc, j'ai digressé, mais bon, je pense qu'on va faire beaucoup dans cet épisode. Donc, où vendre les NFT? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est dirigé par rapport aux plateformes? Déjà, pour vendre son NFT, est-ce que tu veux que j'explique un peu, le truc avec MetaMask, etc., qu'il faut son wallet? Ouais. Du coup, en fait, donc la première étape, donc c'est d'acheter des Ethers sur une plateforme. Donc, on va simplifier, on va dire que la blockchain principale sur lesquelles du coup les NFT sont, enfin, un objet non numérique est transformé en NFT, c'est la blockchain Ethereum. Et c'est pour ça que l'Ethereum, il est en train d'augmenter à fond aussi, si vous suivez un peu les cryptos, parce que toutes ces hypes des NFT se fait grâce à Ethereum. Donc on va dire voilà, première étape, donc acheter des Ethers via Coinbase ou Binance ou une autre plateforme assez classique. En gros, deuxième étape ensuite, c'est créer ce qu'on appelle, donc pour simplifier, je vais dire le wallet MetaMask, c'est une sorte
sorte de portefeuille numérique, voilà, qui va vous servir à vous connecter en fait dans les différentes plateformes et de vendre ensuite votre NFT et même d'en acheter. Voilà. Donc là, ouais, donc deuxième étape MetaMask. Après, du coup, il faut transformer donc de la plateforme genre les ETH, donc de Coinbase, Binance, donc dans MetaMask. Donc il y a plein de tutos YouTube, c'est assez simple. Et ensuite, du coup, on peut se connecter sur les plateformes dont tu parlais juste avant et vendre en fait ton NFT, enfin vendre ton NFT ou alors en acheter. Est-ce que j'ai été clair, s'il vous plaît? C'est plutôt clair. Après, bon, c'est vrai que c'est à l'oral, c'est peut-être plus différent, mais bon, je mettrai donc des liens pour ceux qui veulent certains tutos pour comment créer et les différentes plateformes. Donc tout à l'heure, on a parlé donc de Zora déjà. Cite-nous de quelques plateformes. Bon, je les ai sous les yeux, mais je vais te laisser les citer. Bon, on a Zora, tu as déjà parlé de Rarible, OpenSea, donc les différentes plateformes où on pourrait être intéressé, où on pourra les vendre. En fait, moi, si tu veux, là, je différencierais plutôt les plateformes avec celles qui ont une grande barrière à l'entrée, c'est qui n'ont pas de barrière à l'entrée. En gros, ça dépend de votre notoriété en tant qu'artiste, designer, musicien, artiste. Il y a en gros des plateformes en fait qui sélectionnent les artistes en fonction de ce qu'ils ont fait auparavant, de leur audience, de leur communauté, etc. Et il y en a en fait où il n'y a absolument pas de barrière. Donc si vous débutez, il faut mieux aller donc chez OpenSea ou Rarible où il n'y a aucune barrière à l'entrée, donc tout le monde peut vendre ses NFT, etc. Mais bon, du coup, c'est aussi une jungle et du coup, c'est aussi compliqué de se faire voir, de se démarquer entre guillemets. Ou sinon, vous êtes un artiste vraiment reconnu, donc là, vous allez plutôt sur Zora, sur Nifty Gateway, etc. Donc, et du coup, là, voilà, ces plateformes plus élitistes, on va dire. Est-ce que ça veut dire, comme on est sur les plateformes plus élitistes, qu'on a donc plus pas facilité, mais plus de gens qui vont te dire que c'est rare, donc plus intéressant, donc vendent mieux, on va dire, sur ces plateformes-là? En fait, tous les NFT sont rares, mais par contre, les belles, oui, c'est exactement ce que tu as dit. Ouais. Vu que c'est sélectionné, ouais. Exact. Enfin, en tant qu'investisseur, si tu veux, si tu prends un position d'investisseur, après, tu peux avoir des nouveaux artistes qui sont très très bons, et ça peut être plus intéressant d'aller chercher sur OpenSea ou Rarible des nouveaux artistes prometteurs, un peu comme des startups prometteurs, etc. Mais voilà, si tu veux des artistes bien établis qui ont été sélectionnés par un jury d'autres artistes, etc., il faut mieux aller acheter ou postuler dans des galeries un peu plus, des marketplaces un peu plus élitistes. Voilà. Et en général, oui, les prix sont plus élevés, tu peux vendre tes œuvres plus cher. D'accord. Donc là, on a vu les plateformes, et donc si toi t'étais là, je te mets à la place de l'audience, t'es un artiste, enfin tu sais créer des contenus, comment tu ferais? Tu ferais soit un morceau de papier, tu irais sur Canva, comment, là on a eu plein de détails, donc comment, donc là si tu repartais à zéro, la personne de l'audience qui n'a jamais rien fait mais qui a un peu de talent de créateur numérique, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Comment elle commencerait pour dans 10 jours, 15 jours se commencer à créer et à lancer son projet NFT? Alors, si tu veux, là, mon livre, je l'ai écrit pour les artistes français, pour ceux, voilà, comme tu disais, qui commençaient, et parce que j'ai remarqué que souvent, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des talents artistiques, mais qui, entre guillemets, au niveau marketing et vente, n'avaient pas les codes, etc. Et donc voilà, donc comment je pourrais expliquer ça? Donc déjà, en fait, si la personne n'est pas trop reconnue, et ça, donc je vous propose déjà d'aller sur les plateformes OpenSea ou Rarible. Donc on a vu les plateformes qui étaient accessibles à toutes et à tous. Et ensuite, du coup, ça, si tu veux, il va falloir que cette personne déploie tout son écosystème de promotion. Donc non seulement, premièrement, tout se vend sur Twitter, donc il va falloir créer un compte Twitter. De deux, donc avoir un moyen d'interagir aussi avec sa communauté, donc qui peut être un Telegram, qui peut être un Discord, etc.
Et ensuite, tout simplement, c'est du marketing et de la vente entre guillemets assez classique. Donc, il va falloir faire grossir sa communauté sur Twitter, donc assez rapidement. Donc, ça peut être avec des choses qu'on connaît déjà un peu dans le business en ligne, etc., classique, etc., sur Instagram ou sur Facebook. Donc, c'est faire des. En compte, c'est un lancement classique, mais c'est un lancement de produit. C'est un lancement de produit. C'est un lancement de produit, mais le produit au final, c'est une œuvre d'art. En fait, c'est exactement. Mais en fait, pourquoi le NFT est aussi lié à Twitter et à Discord? J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que on peut le faire autrement ou c'est vraiment la base, entre parenthèses? En gros, là, on pourrait vraiment, si tu veux, le vendre n'importe où, entre guillemets. Mais en fait, si tu veux, la communauté NFT, les gens, les investisseurs, les collectionneurs, en fait, qui achètent des NFT sont sur Twitter, pardon, et du coup apprécient l'outil Discord. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte de une culture des NFT qui fonctionne avec Twitter et qui fonctionne avec Discord. Donc, mais honnêtement, s'il y a des gens qui sont vraiment, pourquoi pas vendre sur Instagram aussi, c'est tout à fait possible. Mais bon, moi, ce que j'ai observé quand j'ai écrit mon livre et puis quand la plupart des gens avaient une stratégie marketing basée sur Twitter et sur Discord. Donc c'est pour ça que moi j'ai conseillé ça. Ouais, mais je l'ai même hors de ton livre, je l'ai vu un peu partout, donc je me suis posé la question pourquoi. Et après aussi, on va encore reprendre l'exemple de Booba parce que je l'ai entendu, ça m'a surpris, mais c'est pas le seul. Et pourquoi en fin de compte, on n'a pas parlé de ça, donc tu vas en parler exactement. Pourquoi c'est si coûteux donc de créer un NFT? Parce que souvent, quand dans l'épisode il parlait de Booba, donc c'était un prix qui me semblait pas excessif, mais le prix en fin de compte de la création et de la vente, il faut aller rajouter $100, je crois, si je me trompe pas, donc ça paraissait bizarre. Exact. En fait, si tu veux, donc on a parlé du processus un peu ça s'appelle le mintage ou le minting. Et donc c'est le processus avec lequel tu transformes un objet numérique et tu l'incorpores dans la blockchain. Et donc pour ça, il faut payer ce qu'on appelle des frais de gaz. Et c'est ces frais de gaz en fait qui coûtent cher. En fait, si tu veux, ces frais de gaz, ça permet d'incorporer dans la blockchain. Et pour incorporer dans la blockchain, il faut des PC ultra puissants qui font des calculs avec des mecs derrière en fait qui veulent être payés en fait pour valider la transaction. Et donc du coup, quand tu payes les frais de gaz, tu payes pour que tu payes pour ça en fait, pour ces calculs de PC, pour le service, pour que le mec, la personne derrière, accepte ta transaction. En fait, accepte que ton objet numérique soit transformé en NFT sur la blockchain Ethereum. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres blockchains en fait qui ont été créées aussi à côté parce que les frais de gaz justement sont prohibitifs sur la blockchain Ethereum. Donc il y a d'autres. Ouais, j'ai entendu un truc ce matin, j'écoutais, c'était Polygon, je crois, Polygon. Ouais. C'était lié à Ethereum et ça faisait baisser les prix, je crois, de 100. Mais bon, c'est encore en cours, hein, mais ils disent que la technologie évolue vers ça pour faire baisser les prix qu'ils appellent des gas fees. Exactement. En gros, si tu veux, en fait, le mineur, il est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que, enfin, le validateur, il est un peu comme tout le monde. Si du coup, il va accepter les transactions qui le payent le plus, tu vois. Et donc du coup, plus il y a de personnes qui veulent faire des transactions en même temps, plus il faut payer, tu vois. Mais du coup, en fait, il y a des techniques pour trouver il y a des sites en fait comme ETH Gas Station qui te permettent de voir à quel moment dans la journée, dans la semaine, les frais de gaz sont les moins élevés aussi. Donc c'est là où il y a moins de personnes en fait qui veulent transformer donc leur objet numérique en NFT, ou tout simplement où il y a moins de personnes sur le réseau Ethereum pour faire des opérations, des transactions NFT. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais les frais gaz, c'est hyper embêtant. C'est clair. Moi, je te dis, mon œuvre que j'ai vendue, je l'ai vendue peut-être, je la vendais 200 €. Elle m'a coûté plus de 170, tu vois, en frais de gaz, quoi, pour la transformer en NFT. Donc
c'est énorme, quoi. Mais je pense que c'est un peu comme le début de la blockchain et de la Bitcoin. Tout coûte cher, mais après, donc ça va, comme toute chose, hein, ça va baisser. Exact. Donc il faut juste qu'il y ait plus de monde. Et c'est pour ça que certains, bon, on va pas rentrer sur un autre épisode. Je mettrai le lien vers l'épisode aussi. Il y a ce podcast français qui parlait de l'NFT était aussi mécontent de voir arriver Facebook et changer son nom en Meta. Mais il dit c'est pas si mal s'il y a plus de gros qui arrivent et qui font faire connaître en fin de compte les NFT et ce système-là, ça va faire baisser les coûts parce qu'il y a plus de monde qui vont se mettre à la NFT. Mais bon, parenthèse. Mais en même temps, actuellement, c'est un monde un peu fermé. Après, le fait de se développer, ça va peut-être faire baisser les coûts. Mais bon. Oui, il y a Coinbase aussi qui va rentrer dans le marché des NFT et Coinbase NFT qui aussi, va, je crois que il y en a de plus en plus, ouais. Après, ouais, le métaverse de Facebook, ça c'est encore un autre truc assez fou, quoi. Ça c'est vraiment presque un autre sujet, quoi, un autre podcast. Mais ouais, ce que prépare Facebook, c'est comme c'était sur le. Mais disons, c'est comme, en fin de compte, ceux qui ont aussi mon âge et qui comparent un peu des économies à d'autres, c'est toujours pareil. Au début, c'est toujours pareil. C'est toujours trop cher. Et ensuite, comme le CD était cher, comme les cassettes étaient chères, et ensuite ça baisse parce qu'il y a plus de monde. Les NFT actuellement, même s'il y a des belles transactions, celles dont tu vas nous parler après, techniquement, tu sors dans la rue, tu dis NFT, tu dis quoi? Donc voilà, donc tant que c'est pas un peu pas popularisé, pas devenu mainstream comme on dit, les prix vont peut-être rester comme ça, donc ça va comme la blockchain, on est qu'au début, hein, même si ça existe depuis un petit bout de temps maintenant. Mais et comme Internet, en Internet, on n'a rien fait, donc il y a plein de choses qu'il faut qu'ils se développent et automatiquement ça va faire baisser les coûts, on l'espère, et ça va pouvoir donc développer, démocratiser un peu pour les artistes qui veulent ou ceux qui veulent acheter donc ce type d'œuvre et produire sans payer des gas fees qui n'ont pas de sens, qui sont plus chers que l'œuvre lui-même. Mais justement, en fait, si tu prends par exemple la blockchain BSC de Binance ou le Solana, en fait, qui permettent aussi tu peux créer des NFT grâce à ces blockchains aussi. Et là, les fees sont vraiment les gas fees sont beaucoup moins élevés, tu vois. Et donc du coup, il y a pas mal d'artistes aussi qui se tournent et d'investisseurs qui se tournent aussi vers ces plateformes, quoi. Pour rester attentif. Donc avant de finir, tu vas nous parler un peu donc de faire rêver un peu les gens, parce que là on a parlé un peu technique et c'était ta première interview, donc tu étais un peu surpris par habitude, je le sens. Donc tu vas parler un peu de peut-être Digital Lux Expression, qui est peut-être pas l'un des plus connus, mais bon, qui fait juste bien. Je crois que c'est même lui dont je te parlais tout à l'heure, hein. Toi, je commence à avoir les noms de la vidéo dont je parlais, donc je mettrai le lien de la vidéo YouTube. Il montre sa galerie. Parlons un peu de chiffres, de gens, de choses qui sont sorties, de choses qui ont marché pour peut-être inspirer un peu ceux qui sont motivés. Lux Expression, ouais, lui, je l'ai étudié au début, en fait. Au début, vraiment, c'était en mars, avril. Le mec, il a commencé à vendre ses NFT vraiment pas cher, tu vois. Je crois que c'était 100 ou $200 pour ses premiers NFT, qui étaient des cartes en 3D, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure, il a construit une communauté grâce aux techniques que j'enseigne, en fait, en marketing dans le livre, etc., en faisant des concours, en distribuant sa crypto qu'il a créée, en faisant une galerie numérique. Enfin, il a tout développé. Et donc, à la fin, voilà, il a réussi. Au moment où j'ai écrit le livre, il était à minimum 500 000 euros de CA, de vente grâce à ces NFT, alors que le mec a commencé de zéro, tu vois. Donc c'est un truc de ouf. Ça a changé des vies de certains designers, de certains artistes numériques de manière incroyable, hein. On le voit sur Twitter. Je sais pas si tu traînes sur Twitter de NFT, mais il y a des mecs, voilà, ils galéraient avec des missions freelance de designers, etc. Ils sont mis dans les NFT à fond. Et là, il y en a pas tous, mais il y en a qui sont devenus millionnaires, etc. C'est vraiment, ça a changé des vies de manière incroyable. Donc voilà, c'était. Et c'est que le début. Et c'est que le début, quoi. Et justement. Et là, tu viens de motiver tous les artistes. Là, ils sont partis sur leur PC, ils sont en train de créer des projets numériques. Justement. Là. Donc oui, donc il y a quand même des choses à faire. Et justement. Donc je mettrai le lien vers ton livre. Excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, non, mais juste, il y avait, donc j'écoutais Tougan récemment, qui est un formateur, et il parlait du nouveau dropshipping. Et le nouveau dropshipping, en fait, pour lui, il le décrivait comme la manière de créer des collections de 10 000 personnages NFT
et du coup de faire une grosse campagne marketing pour faire monter la sauce, grandir une communauté, etc. Et puis après vendre ces 10 000 personnages, tu vois. Donc t'imagines 10 000 personnages que tu vends à par exemple allez 300 $, et puis après il y a la spéculation autour, et donc du coup les gens se revendent ces NFT, et comme on a dit, tu sais qu'on fixe une commission à chaque revente. Donc voilà, donc imagine 10 000 qui sont achetés, en plus des achats-reventes successifs, parce que la collection devient assez connue et puis prend, entre guillemets. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il appelait ça le nouveau dropshipping. Entre guillemets, c'est facile à faire, et puis en réalité, c'est beaucoup plus difficile à faire que ce qu'il disait. Mais c'était une manière de dire qu'il y a plein de filous, de gens de malins entre guillemets, qui créent ce type de collection, et qui en ont vendu énormément, quoi. Donc je sais pas si tu avais vu passer ça, notamment la collection des Bored Ape, qui a vraiment marqué en fait le monde des NFT, quoi. C'était une collection de 10 000 justement 10 000 singes en fait, en JPEG, quoi. Et c'est totalement fou. Ouais, un peu modifié, des fois c'est un peu de différentes couleurs. Et en plus, ce qu'on dit pas, ce qu'on n'a pas développé, c'est que quand tu crées en fin de compte, si je me trompe pas, quand tu crées certains éléments numériques, tu peux en fin de compte retirer sur certains outils numériques des parties si je me trompe pas, hein, des parties en fin de compte de ce que tu crées. Moi, quand on me l'expliquait, donc là, en fait, quand on revient au début de l'épisode, mais quand on me l'expliquait, on expliquait, en fait, quand tu crées un jeu, t'as souvent des éléments qui font phare, hein, une épée ou un truc, tu peux, en fait, le retirer du jeu et le mettre dans un autre jeu, ou le mettre sur une autre pièce d'art, et tu peux vendre, en fait, la partie de ta pièce numérique en petits morceaux. C'est comme ça qu'on me l'avait expliqué, moi, au début. Donc après, bon, tu l'expliques différemment, mais j'ai vu que, voilà, tu crées en fin de compte ta partie numérique, tu peux la faire jouer, en fin de compte la faire se balader partout, et toi vendre des petits morceaux en fin de compte de ta propre pièce. Ah oui, donc ouais, ce que tu Il y veux a dire. beaucoup de choses à faire. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que par exemple, si tu es un créateur, si tu es un peu un designer de jeux vidéo, tu peux très bien créer des épées, et donc c'est un objet numérique, une épée par exemple, tu vas la transformer en NFT et la vendre, et en fait cette épée après elle va pouvoir être utilisée dans différents jeux qui autorisent les transferts de cette épée entre les jeux, tu vois. Donc c'est Tout à fait. voilà, Et avant ça, elle serait restée sur un seul jeu, sur un seul truc. Et là, par contre, toi, tu es le créateur, tu fais ce que tu veux, tu la mets sur Tomb Raider, sur je ne sais pas quoi, sur tout ce qui existe. Enfin, tu fais ce que tu veux, parce que c'est toi qui es le propriétaire. Tu n'es pas bloqué par une marque ou par un truc. Exact. Voilà. Tu l'as mieux expliqué que moi. Non, mais t'inquiète, ça t'avait bien pour que les gens comprennent que voilà, qu'on est vraiment maître de ce qu'on a créé et que ça reste pas dans un truc fermé ou dans une. Mais c'est toi qui décide de la commission que tu veux mettre à chaque achat-revente, à chaque transfert. Et ça, c'est aussi fou parce que ça donne. J'espère que ça a été clair, qu'on n'a pas perdu les gens. Je mettrai donc les liens vers ton livre, vers ton site aussi, parce qu'à la base on n'a pas dit, mais t'es copywriter, t'es venu NFT par curiosité, donc t'as bien creusé le sujet. Le livre, je l'ai lu, donc il est assez rapide et facile à lire. Bon, des fois tu fais un aller-retour, ce que t'as pas compris, c'est pas clair, parce que c'est un peu technique. Ceux qui sont peut-être développeurs ou qui sont peut-être proches de la blockchain vont lire plus facilement. Mais voilà, moi je l'ai lu assez rapidement, vraiment j'étais dedans parce qu'il est vraiment intéressant. Même si tu avais des doutes, moi je te confirme qu'il est bien. Après, ceux qui sont pas contents, c'est leur problème. Moi j'ai bien aimé. Ah, merci beaucoup. Donc je vous conseille de sauter dessus, d'aller l'acheter. Je vais te poser donc les 5 questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Tu es prêt ? Bien sûr. Bon, la première, je sais pas si ça va te toucher, parce qu'actuellement tu es plutôt en début donc, de projet. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement ? Parce qu'actuellement ton business c'est de faire le tour du monde, donc je sais pas si c'est un business, mais... Ah ouais. Non, mais après, là, le rêve un peu sur le long terme, si par exemple le business en ligne, ça fonctionne, enfin tout ce que je fais fonctionne, etc. J'aimerais bien participer, mettre ma petite pierre dans le voyage vers Mars, donc un truc qui a un peu rien à voir avec dont on parle aujourd'hui, mais qui est un petit peu tech et ingénieur, mais pas forcément construire la fusée, mais construire un petit module de la fusée, en tout cas participer à cette aventure-là, entre guillemets, en créant une sorte avec de start-up. Ouais, peut-être Elon Musk, mais tu sais, vraiment créer peut-être un petit truc de la fusée, ou en tout cas participer avec un projet un peu technique à ce projet plus grand, tu vois. Donc ça serait ça. Si un jour j'ai assez, ou écrire un livre de science-fiction, si tu veux. Ok, tu nous en parleras. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur ? Je sais pas si je me considère déjà comme entrepreneur, mais en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est vraiment quand j'ai
j'ai quitté mon travail à 100% et que j'ai commencé à me mettre à fond et à répéter l'écriture chaque jour d'un article de blog, etc. Et creuser un sujet à fond comme je l'ai fait avec les NFT, et ben c'est là qu'on voit que ça commence à payer. Donc c'est ça, voir que tes efforts, en fait, des efforts répétés, en fait, commencent à porter leurs fruits. Je trouve que ça c'est hyper et c'est une bonne expérience en tant qu'entrepreneur, entre guillemets. Ok. Donc quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Bah voilà, mais ça revient un peu à la question d'avant. Je pense que c'est vraiment se mettre à 100% sur quelque chose et puis essayer d'être la discipline, quoi. La discipline, la persistance dans... Discipliner, répéter les efforts, etc. pas abandonner. Exact, ouais. Bah, on dit tout, bah, tu l'as dit toi-même, là, toi avec tant d'épisodes de podcast, enfin, comment tu peux ne pas être visible après avoir fait autant de podcasts, je dis pas que c'est impossible, mais c'est presque impossible, tu vois, parce que tu t'améliores au fur et à mesure, tu deviens meilleur, tu parles mieux, tu présentes mieux, etc. Donc, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, je pense qu'il y a une progression si tu fais assez longtemps une même tâche, et puis il y a au final une récompense, quoi, pour le travail accompli. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Et ben justement, tu vois, tu me parlais du podcast de Tim Ferriss que tu avais écouté sur les NFT. Et là, il a invité un mec qui s'appelait Naval Ravikant. Et donc, il y a un entrepreneur de la Silicon Valley. Et justement, en fait, ce Naval, il y a des mecs qui sont tellement passionnés de Naval qu'ils ont écrit un livre qui s'appelle l'Almanach de Naval Ravikant. Et donc ça parle de richesse, de comment, en fait, de richesse et de bonheur. Donc du coup, en gros, la première partie, il t'explique comment créer de la richesse dans le monde d'aujourd'hui, donc en faisant des podcasts ou alors en faisant, entre guillemets, en codant, etc. Donc il le dit beaucoup mieux que ça. Et la deuxième partie, bah, une fois que t'es riche, t'es riche, mais t'es pas forcément heureux. Et donc du coup, il t'explique comment être heureux. Et je trouve ça vachement intéressant parce que souvent on oublie la deuxième partie, quoi. Et puis on oublie que la richesse c'est pas une fin en soi, quoi, chercher la richesse. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment et il est gratuit en anglais. Et si vous tapez Almanach de Naval Ravikant, j'ai trouvé un article de blog où le mec a traduit pour vous en français le livre, donc c'est assez chouette et c'est hyper intéressant. C'est un des derniers livres qui m'a... C'est marrant que tu m'en parles parce qu'il y a même pas 2-3 semaines on m'en a parlé, je connaissais pas, je devais connaître comme ça mais j'avais pas le nom, et c'est Thomas Burbridge que j'ai invité sur le podcast et qui m'en a parlé, et quand par hasard 2 semaines après je l'écoute sur le podcast de Tim Ferriss et là tu m'en parles, donc comme quoi voilà, il faut là, je pense que... écouter donc Naval Ravikant. Ouais. Voilà. Et puis il parle pas mal de NFT, justement, du Web3, enfin le Web3, donc c'est tout ce qui est NFT, finance décentralisée. Voilà, c'est un penseur aussi sur ces sujets-là, et puis il est de bons conseils sur ça aussi. Parfait. Bon, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Moi, je pense que j'aimerais être... je dirais encore plus précis dans ce que je dis, encore plus précis, plus confiant, plus tu vois, en anglais il y a le mot sharp, un peu taillé dans la roche, voilà, donc ça serait ça et puis un côté un peu, tu sais, on parlait tout à l'heure de voilà, on peut partir dans plein de projets différents, etc. Donc essayer d'être moins dispersé, encore plus focus, quoi. Ça serait le rêve, quoi. Plus focus, ouais. Plus focus, ouais, c'est un truc. Marrant, je passe ce matin avec mon fils. Ouais, mais oui, c'est hyper important. Comme quoi. C'est hyper important. Voilà. Parfait. Bon, Jean-Baptiste, grand merci. J'espère qu'on n'a pas embrouillé les gens, qu'ils ont appris beaucoup de choses. En tous les cas, je pense ils vont être curieux parce qu'on a cité plein de petites choses, donc Rarible, OpenCO, donc les gens vont chercher. Je mettrai tous les liens, le maximum de liens, et puis dans tous les cas, le plus simple, c'est d'aller lire le livre, de le garder et de le relire 2-3 fois parce qu'il y a des trucs intéressants, et je pense que vous allez remercier Jean-Baptiste dans 2-3 ans si ça continue à augmenter la NFT. J'ai participé au nouveau dropshipping, au nouveau Bitcoin, au nouveau blockchain, voilà. Quand c'est nouveau, il faut toujours être présent. Et même si au début on comprend pas, et puis ensuite voilà, on évolue, on devient meilleur, et pourquoi pas. Et surtout bien sûr, parce qu'on parle beaucoup d'argent, comme tu as dit, mais pourquoi pas juste faire le côté artistique, hein. Il faut gagner un peu d'argent parce qu'on travaille, mais voilà, le but c'est pas de devenir millionnaire, c'est juste d'avoir la chance d'être visible et de créer quelque chose et de donner de la valeur aux gens, et que les gens échangent de ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, parce que
dans le monde des réseaux sociaux classiques, on crée tous sur Instagram, YouTube, Pinterest, on gagne pas 1 euro. Bon, c'est bien, on fait du gratis, mais il y a des gros milliardaires autour de nous. Et donc, pourquoi pas que ça revienne à nous, à l'humain. C'est comme la blockchain, que ça revienne à la personne qui crée. Donc voilà, ça peut être pas mal. Les NFT, c'est vraiment une clé donc, pour ça. T'as raison. C'est exactement ça. Ça redonne du pouvoir aux créateurs. Jean-Baptiste, amuse-toi bien en Namibie. Je sais pas, c'est quel pays. Et tu fais quel pays après? Après, je vais au Botswana. Et je monte jusqu'au Kenya. Bon, ben voilà, on te réinvitera pour que tu nous parles de ton périple d'1 an. Parce que ça, on l'a pas. Je crois que je sais pas si on l'a dit. Que t'es parti il y a 4-5 mois, c'est ça? Et que tu fais 1 an donc d'année sabbatique. Exact. Ouais, c'est ça. Bon, ben on en reparlera. Tu me diras quand t'as fini. Et puis je t'inviterai, on parlera donc de tout ce que t'as fait et comment tu as grandi avec ce voyage. Donc je te dis à très bientôt, Jean-Baptiste. Merci beaucoup à toi, Thierry, de m'avoir invité. Et puis je te souhaite une super soirée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.